notre quart d'heure manchot s'est écoulé. Donc bienvenue à tous, à toutes et à tous. Merci monsieur de bien vouloir représenter madame Cousin qui nous accueille. Merci beaucoup. Monsieur Parmentier, merci de nous avoir rejoints, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Beaucoup d'entre vous sont des fidèles et c'est vrai que nous vous avons un peu habitués à écouter, entendre des intervenants de qualité. Nous sommes avec M. Parmentier au 5e conférencier, après M. Ferry et Élie Cohen, M. Boniface et M. L'année dernière c'était M. Saint-Étienne. Donc voilà, le thème aujourd'hui est totalement différent. Je reviendrai, avant de donner la parole à M. Parmentier, sur la présentation du thème, mais pour l'instant, j'ai demandé à Jean-Yves de vous présenter M. Parmentier. M. Parmentier, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, M. Parmentier a 66 ans, donc un peu dans votre âge. Il a 4 enfants et il réside à Angers. Il est diplômé de l'école de mines de Paris et l'école pratique des hautes études en 72. Ensuite, il est parti vers le Mexique pendant 3 ans. Je crois que vous avez fait, après votre service militaire, vous êtes resté au Mexique et vous êtes venu ensuite, vous avez dirigé pendant 10 ans l'école supérieure d'agriculture d'Angers, le grand groupe français d'enseignement supérieur en agriculture, alimentation et développement rural. Donc, on est en plein dans le sujet. Donc, il consacre dorénavant, sous sa retraite, à donner des conférences. Je ne sais pas si vous le voyez régulièrement dans C'est dans l'air. Il était le 10 juin, le thème c'était l'obésité. Le 26 juin, c'était les abeilles. Ça fait moi sur ce thème. Donc, voilà, M. Parmentier est un homme de théâtre, hein, vous verrez, il fait un peu un show. Moi, je l'ai vu il y a environ 5-6 ans. Il y a M. Jean, je crois que j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il devait y être. C'était à l'archipel de Granville. Et donc, M. Parmentier. De là, j'avais effectivement m'avait bien plu son one-man show, si on peut dire. Et donc, avec Patrick Lepelleux, on avait dit, tiens, et moi qui voyais régulièrement C'est dans l'air, je dis bien, ce serait bien que M. Parmentier vienne nous voir et nous donner ses idées sur la nourriture de l'humanité. Donc voilà un peu le thème sur lequel Loïc va peut-être se développer un peu plus. Voilà. Je ne voudrais pas prendre trop longtemps la parole, parce que je ne saurais pas la prendre trop longtemps sur ce thème d'ailleurs. Mais je voudrais juste l'introduire, faire cette introduction en disant que le thème de cette conférence débat de ce soir, puisque je pense que ce qui est important, c'est qu'éventuellement vous échangiez après avec M. Parmentier. Donc le thème de cette conférence débat aurait pu être choisi par la Chambre d'agriculture. Et je remercie d'ailleurs pas mal de membres de la Chambre d'agriculture qui sont avec nous ce soir. En fait, se poser la question si en 2050, on pourra nourrir 10 milliards d'hommes, d'humains, alors qu'aujourd'hui, 850 millions de personnes ne peuvent pas manger à leur faim au quotidien, ne relève pas uniquement, bien s'en faut, de notre capacité à mieux cultiver les terres fertiles, d'autant que chaque année, dans nos pays dits évolués, la surface de terres agricoles diminue à vitesse grand V, même si une prise de conscience au cours de ces dernières années fait que ce problème est de plus en plus pris en considération dans les implantations urbaines. Au contraire, donc, pour nourrir demain l'humanité, il faudra relever d'autres défis que celui de fertiliser les zones désertiques, que celui d'exploiter les richesses du monde marin qui couvre 80% de la surface de la Terre. À mon sens, le défi majeur réside dans la capacité d'innovation de toute la filière agroalimentaire, du chercheur de base dans son bureau de R&D au producteur qui cultive sa petite parcelle. Monsieur Parmentier, je vous laisse maintenant la parole pour nous présenter et développer les solutions que vous préconisez pour rendre possible ce qui paraît aujourd'hui impossible et qu'ainsi nous puissions repartir pour retrouver nos enfants ce soir et nos petits-enfants demain en leur disant qu'ils mangeront, eux et leur descendance. Je vous laisse la parole. Bien.
bonsoir. Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Ben, j'imagine que oui. Vous êtes du bon côté de la planète. Ici, on mange. D'ailleurs, je vous rassure, monsieur vous paye à manger à la sortie et à boire. Donc tout va bien pour nous. Alors maintenant, ça n'a pas l'air parce que c'est le mois de juin, le soleil se couche tard, mais on est la fin de la journée. Est-ce que tout le monde a mangé? Non. Il y a 850 millions de gens, 850 millions quand même, hein, qui ce soir vont se coucher avec le mal au ventre en disant mais j'ai pas pu manger aujourd'hui, j'ai faim. Comment je fais pour manger demain? Enfin ça c'est rien du tout, parce que au-delà de ces 850 millions, il y a 2 milliards, excusez, 2 milliards de gens qui ce soir vont se coucher avec le ventre plein, mais comme ils mangent tous les jours la même chose, et seulement une chose, leur santé est gravement détériorée parce qu'il manque de vitamines, il manque de protéines, il manque d'éléments minéraux, etc. Donc ça fait déjà 3 milliards. Et on pourrait dire qu'il y a quasiment un 4,5 milliard qui se dit tous les jours « j'aimerais bien ne pas passer dans la première ou la deuxième catégorie ». Donc, vu d'ici, l'agriculture, c'est super ringard. Non, mais franchement, parler d'agriculture, je rêve. Enfin voilà, soyons modernes, parlons d'électronique, etc. Attendez, c'est furieusement moderne. Parce que, allez, nos petits-enfants, puisque monsieur en a parlé, en 2050, allez, on va faire un chiffre rond. Voilà. Est-ce qu'on mangera à Torigny-sur-Vire en 2050? Oui. Bon, je vous rassure. Enfin, d'ailleurs, je vais vous dire, si on a faim à Torigny-sur-Vire en 2050, c'est que le monde ira très mal, parce qu'il y aura beaucoup d'endroits où on aura faim avant Torigny-sur-Vire. Maintenant, est-ce qu'on mangera tous quand on sera probablement 9 milliards 600 millions? La réponse est non. Malheureusement, on n'a aucune idée aujourd'hui de comment on va faire pour se nourrir à 9 milliards sur cette planète. C'est de ça qu'on va parler. Enfin, quand je dis on n'a aucune idée, j'en ai une petite quand même. Bon. Alors, on va se le faire en 3 parties. D'abord, bravo les agriculteurs. Alors, il y a quelques agriculteurs ici dans la salle, si je ne me trompe pas. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on les applaudisse. Voilà, vous verrez. Moi, je suis un peu à contre-courant. Faut dire que ça fait 10 ans que je suis dans le milieu de l'agriculture, donc j'ai la fraîcheur des nouveaux convertis. Moi, je dis, attendez, ils sont quand même assurés un max, comme on dit. Mais je ne veux pas passer toute la soirée à dire bravo, parce que trop facile jusque-là. Attendez, l'agriculture, c'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Jusque-là, c'était facile, l'agriculture. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. Parce que c'est maintenant que ça devient vraiment difficile. Donc c'est ça qu'on va voir, parce que les problèmes que vont devoir affronter les agriculteurs dans les 30 années qui viennent sont absolument gigantesques. Alors même ceux qui ne sont pas agriculteurs, c'est pas grave, parce que ces problèmes, ils sont assez généraux, hein. On va parler de surpopulation, de réchauffement de la planète, raréfaction des ressources, etc., etc. Donc finalement, même si vous êtes dans l'automobile ou le bâtiment ou la construction, c'est quand même de vrais défis. Alors ensuite, deuxième chapitre, il se trouve que j'ai dirigé pendant 10 ans la plus grande école d'agriculture de France. Bon, une école assez ancienne, hein, 1898. Alors je vais vous dire, je ne fais pas le fanfaron. Tout ce qu'on a enseigné dans mon école depuis 1898 est en train de foirer. Ça rend le prof de base assez modeste. Toutes nos solutions sont en train de se casser la figure. Autrement dit, alors petite annonce, je veux vous distiller des choses épouvantables, alors je vais vous le faire avec un peu d'humour, guilleret, sautillant, parce que sinon on vous avait pas dit qu'il fallait amener les Kleenex. Mais c'est très grave. C'est très grave. On a d'énormes problèmes et nos solutions ne marchent plus. Alors essayez de rester jusqu'à la fin. D'abord il y a un buffet, mais même avant la fin, j'ai quand même une petite idée. Peut-être qu'on peut y arriver, mais vous allez voir, ça va décoiffer. Bien. Alors, avant de regarder l'avenir, regardons le passé. Au sortir de la guerre, dans ce pays, il y a 8 millions d'agriculteurs. C'est beaucoup, hein. Enfin, beaucoup, tout est relatif.
Le plus qu'il y a eu d'agriculteurs dans ce pays, c'est 24 millions. Entre 1850 et 1914, non-stop, il y a 24 millions d'agriculteurs en France. À ce moment-là, l'agriculture était bien considérée. Déjà, on divise par 3 entre 1914 et 1945. Et là, ils sont 8 millions. Et il y a cette chose quand même inouïe, on n'est que 45 millions de Français. Et à ce moment-là, les 8 millions d'agriculteurs n'arrivent pas à nourrir les 45 millions de Français. Alors, avec les yeux d'aujourd'hui, ça paraît mais complètement stupéfiant. Alors, je vous rassure, on mangeait quand même. Allez, on était du bon côté du monde. On avait les colonies. Donc, l'Indochine nous envoyait son riz. L'Algérie nous envoyait son vin de divers pays de la communauté européenne, vous vous souvenez? Ce doux euphémisme. Les Caraïbes nous envoyaient un peu de jus d'orange de l'un dans l'autre, ça allait, enfin, surtout en période de paix, quoi. Pendant la guerre de 70, vous vous souvenez, on n'a pas tellement bien mangé, hein. La guerre de 14 non plus. Oh, puis, pendant qu'ils se faisaient la guerre là au débarquement, je ne sais pas ce qu'on mangeait à Torigny, mais ça ne faisait pas être génial, hein. Alors, il y a quelque chose de bien dans le fait que c'est les gens de la ville qui commandent. Ils en ont eu ras-le-bol. Ben, il faut dire que en 1949, 49 quand même, hein, 4 ans après la fin de la guerre, quand on voulait acheter du pain à Torigny, il fallait avoir des francs, parce qu'on n'avait pas inventé l'euro. Mais en plus des francs, il fallait avoir le petit ticket qui vous donnait la permission de rentrer à la boulangerie pour dépenser son argent avec la boulangère. Les tickets de rationnement, ça plaisait moyen. Alors, moyennant quoi, les gens de la ville, et notamment de Paris, on dit bon, ça suffit comme ça, allez, maintenant on veut manger, vous vous débrouillez comme vous voulez, on veut manger. Alors, on veut manger, c'est quand même quelque chose d'une violence sociale inouïe. Parce que ça consiste à dire, bon d'accord, vous êtes 8 millions, donc, allez, je garde juste le premier rang là. Les autres, j'ai plus besoin de vous. Autrement dit, on veut manger, il y a 8 millions d'agriculteurs, il y en a 7 millions à qui on dit, ouf, va donc voir à Caen si j'y suis. J'en garde, même pas 1 million, 600 000. Aujourd'hui, il n'y a plus que 600 000 agriculteurs. Ah mais attendez, on s'est reproduit, on n'est plus 45 millions, on est 65 millions. Tout d'un coup, il y a une petite inquiétude là. Attendez, ils ne sont pas mal nombreux, hein. Ils vont y arriver à 600 000 à nous nourrir. Alors je vois que je fais le saltimbanque, mais personne n'est inquiet. Vous connaissez la réponse? Oui. Ah non, mais pas oui comme ça. Oui. Ah non, mais à l'aise. Ah non, mais quand on y réfléchit, c'est incroyable. Ah non, mais ça, ils ont nourri les Français, vite fait, bien fait. Il y avait plein de rats. Bon, on a dit, bah attendez, on va construire l'Europe. Les Français vont nourrir les ouvriers de chez Volkswagen, et les ouvriers de chez Volkswagen vont nous vendre des Volkswagen. Bon, c'est quand même plus intelligent que de s'échanger des balles et des trucs, on s'est échangé du lait et du blé. Bon, alors on a nourri l'Europe des 6, des 8, des 10, des 12, des 14, des 17, des 18, des 28, des 24, des 27, des 28, et il y avait encore du rap. Alors on a dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on a fait des ports, on a dit, on va exporter. Alors, il y en a qui sont contents, il y en a d'autres, ça fait les fâcher. Mais malgré tout ce qu'on exporte, il y avait encore du rap. Alors là, on a inventé un truc absolument inouï. Enfin, j'imagine que les gens de la chambre de commerce, ils ne pouvaient pas imaginer un truc pareil. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de métiers à qui on a dit cette chose inouïe, je vous paye pour arrêter. Paysan. C'est quand même inouï, non? Enfin, bon, ça c'était au XXe siècle. Au XXIe siècle, vous allez voir, les choses ont un peu changé, on va les supplier de produire un peu plus, comme quoi ça va, ça vient, l'agriculture. Mais il faut dire que aujourd'hui, un agriculteur, ça nourrit 100 personnes. Ah ben, c'est pas comme avant. Voilà. Et du coup, c'est plus comme avant du tout. Parce que regardez, en 1960, c'était pas bien vieux. Pour se payer 1 kilo de poulet, l'ouvrier au SMIC, il devait travailler 4 heures et 24 minutes. On n'avait pas fait énormément de progrès depuis la politique sociale du bon roi Henri IV. Vous vous souvenez du temps d'Henri IV? Il n'y avait pas d'élection, mais il y avait quand même des slogans. Mon programme qui disait la poule au pot. Enfin, il avait des conseillers parce qu'il avait rajouté
le dimanche. Ah ben, à ce tarif, il ne s'était jamais exprimé sur le lundi. On était vachement content de manger du poulet le dimanche. Bon, maintenant son petit-fils, s'il est toujours au SMIC, c'est pas de chance. Enfin, en 13 minutes, il se fait 1 kilo de poulet. Ah ben ça change tout. Ah ben c'est poulet le dimanche, rôti de veau le lundi, côte de porc le mardi, saucisse purée le mercredi pour les enfants, et poisson le vendredi. Et du coup, dans le temps, enfin des temps pas si éloignés, quand on recevait son salaire, le quart de son salaire c'était pour manger. Aujourd'hui, un gros dixième. Si vous regardez les 2 premières lignes, c'est quand même intéressant. Dans le temps, on dépensait 2 fois plus pour se nourrir que pour se loger. Aujourd'hui, on dépense 2 fois plus pour se loger que pour se nourrir. Mais au fait, qu'est-ce qui nous a mis dans la tête que tous les ans, le loyer, c'est plus cher, mais tous les ans, la nourriture, ça doit être moins cher. Mais attendez, M. Bouygues, il ne fait pas d'effort de productivité, il n'y a que les paysans. Vous voyez? C'est quand même une idée, ça. Alors quand on regarde avec la dernière ligne, il arrive cette chose quand même inouïe pour nos enfants. Eux, ils vont dépenser plus pour les loisirs que pour manger. Aujourd'hui, on dépense plus en téléphone portable, en cinéma, en voyage. Ah mais quand même, et en vacances. Donc finalement, manger, c'est un gardos. Et en fait, c'est combien le bon pourcentage de son salaire qu'on devrait dépenser pour manger, à votre avis? C'est difficile, hein. C'est quoi, 23%? 11%? Alors on va être moderne, 5%. On va être très moderne, 1%. Allez, je propose une mesure qui relance vraiment l'économie. Il n'y a qu'à dire la nourriture, c'est gratis. Ouais, tout d'un coup, on se dit, quand même, gratis. C'est normal de dépenser de l'argent pour manger, quand même. Bon, c'est un acte essentiel de manger. Ah bah oui, mais normal combien? Ah bah ça, faut pas demander aux économistes, ça, ils savent pas. J'explique après, mais... Question demandée aux historiens. Ah, alors là, c'est sidérant. Les historiens ont une réponse. Juillet 2007. Ah mais c'est vachement précis. C'est en juillet 2007 qu'en France, on aura dépensé la moindre part de son salaire pour manger. Depuis... Ah ben ils ont encore augmenté le prix de la baguette. Ah ben le yaourt aussi. Vous avez vu que le gouvernement se passionne pour le prix de la barquette de 2 tranches de jambon Fleury-Michon. C'est une affaire d'État. Alors bon, chez nous... Enfin, quand je vous vois, je dis ça va encore, quoi. Hein. Enfin, juste pour nos enfants, moi je les ai vus, les étudiants, bon... à partir du 20 du mois, ils passent à nouilles, hein. Bon... Enfin, maintenant, ils appellent ça pâte, pardon. Bon, donc, s'ils veulent aller au restaurant, ils donnent 3 coups de fil de moi sur le téléphone portable, mais enfin, on y arrive. Mais il y a beaucoup de pays où c'est pas du tout ça. Il y a des pays où on dépensait pratiquement tout ce qu'on avait pour manger, et quand le prix de la nourriture augmente, ça fâche. Et donc, tout se dérègle. Enfin, en attendant, nos boulangeries sont pleines de pain, nos boucheries sont pleines de viande, nos marchands de fruits et légumes déportent de fruits et légumes, nos crèmeries sont pleines de crème. De quoi ils se plaignent? Bravo, merci les agriculteurs, vous avez quand même vachement assuré sur ce coup-là. Ah oui, mais c'est curieux parce que je ne sais pas où on a été élevés les Français, mais enfin... Moi, ça m'était jamais arrivé de m'arrêter sur le bord de la route pour me serrer la main de l'agriculteur en disant merci, bravo, vous avez vachement assuré sur ce coup-là. Enfin, ça leur arrive jamais. Ah non, c'est pas du tout ça qu'on dit. Non, non, pas cher, on voudrait le voir, hein. Mais surtout, vous avez vu ceux qui osent mettre dans l'assiette? Qu'est-ce que c'est que cette malbouffe? Non, mais attendez, on va tous crever avec ce qu'ils mettent dans l'assiette. Vous l'avez entendu, hein? Eh bien, l'ancien directeur de l'école supérieure d'agriculture d'Angers est à même de confirmer cette information capitale. C'est vrai, on va tous crever. Le problème, c'est quand? Alors là, on peut quand même regarder d'un peu plus près l'espérance de vie. Vous savez, l'espérance de vie à la veille de la Révolution française dans ce pays, c'est 28 ans. On aurait du mal à remplir la salle. Hein. Voilà. 28 ans. Hein. Ah oui, chez lui, il y a un truc intéressant. Quand on se mariait, à ce moment-là, on se promettait fidélité pour 10 ans. Et c'était pas tout à fait comme ça. Bon, alors maintenant, voilà, ça a changé. Au sortir de la guerre, 70 ans pour les femmes, 63 ans pour les hommes. Pourquoi les femmes
vivaient plus longtemps, ben ça c'était une histoire de mœurs, voilà. C'était avant 68. Ah ben oui, avant 68, le monde était divisé en deux. Les hommes avaient cancer du poumon et les femmes cancer du sein. Alors maintenant, les femmes se sont mises à fumer. Ah ben, pas de problème, il suffit d'attendre 30 ans, puis ça y est, ça commence. Donc les femmes, maintenant, c'est cancer du sein et cancer du poumon, donc voilà, ça diminue. Enfin, ça diminue, mais enfin, on a beau dire on va tous crever, pas tant que ça. Alors c'est quand même, l'espérance de vie augmente avec une régularité stupéfiante quand même. Attendez, on prend 4 mois d'espérance de vie tous les ans, si c'est pas beau ça. Ben oui, mais du coup, c'est les problèmes de retraite qu'on a. Ah ben oui, on vit 15 ans de plus que grand-père. Ben du coup, la retraite, c'est compliqué, parce que, vous vous rappelez, quand ils ont fixé la retraite à 60 ans, comment ils ont fait? Ils ont fait venir les démographes, les spécialistes. Ils leur ont dit, rappelez-moi à quel âge meurent les ouvriers? 60 ans. Bon, eh ben, on va mettre la retraite à 60 ans, comme ça on va pas s'embêter à la payer. C'est ça la retraite. Ah ben maintenant, ils vivent jusqu'à 75 ans, donc évidemment, c'est plus compliqué. Alors moi, je dis, merci, bravo. Attendez. Les filles qui sont nées aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de clinique de maternité ici, à Saint-Lô, il doit y en avoir une. Les filles qui sont nées aujourd'hui à Saint-Lô, vous savez combien de temps elles vont vivre? Ah ben, la moitié vont être centenaires. Ah quand même. Les garçons qui sont nés aujourd'hui à Saint-Lô, la moitié vont dépasser les 95 ans. Ah ben oui, c'est pas mal. Bon, on va s'intéresser aux filles, c'est toujours plus plaisant pour les garçons. Les filles qui sont nées aujourd'hui à la maternité à Saint-Lô, combien de fois elles vont manger dans leur vie au fait? Ah ben, je ne sais pas si vous avez calculé ça. Combien de fois on mange dans sa vie? Enfin, je ne vous parle pas des apéros et des barres chocolatées. 3 fois, quoi, par jour. 3 fois par jour, 365 jours, quelques grasses matinées. Allez, 1000 fois par an. Au sortir de la guerre, quand on essaie, on espérait faire 60 000 repas dans sa vie. Les filles qui sont nées aujourd'hui à Saint-Lô, elles vont faire 100 000 repas. Ah ben, resservez-moi un peu de cette malbouffe, finalement ça tient bien encore. Ben c'est vrai. Alors le problème c'est que... Avez-vous remarqué qu'il y a des maladies qui arrivent au 70 millième repas? Ben avant on ne les connaissait pas, on était tous morts avant. Et maintenant on découvre cette chose quand même ennuyeuse, c'est 70 000 fois un petit shoot de pesticides, ça finit par porter sur le cœur, le truc, le machin, l'arthrose et tout. Donc on devient très exigeant. On dit, je veux mourir vieux, mais debout, en excellente santé. Donc arrêtez les shoots de pesticides. Bon, et donc, ça devient plus compliqué d'être un agriculteur. Voilà. Enfin, jusque-là, c'était optimiste. Maintenant, regardons un petit coup la télé pour voir les choses se dégrader. Alors, faut-il craindre une pénurie alimentaire mondiale? C'est ce que redoutent certains experts. Le débat est lancé. Voici les arguments des uns et des autres. Enquête Florence Mavic, Christian Leroux. Voici l'un des greniers de la planète, le Brésil et ses millions d'hectares de soja, de canne à sucre, de maïs. Des récoltes intensives, souvent au prix d'une déforestation sauvage. Des récoltes de plus en plus imprévisibles. Accidents climatiques. Essor des agrocarburants. Dans le monde entier, le marché des grains flambe, le cours du blé donne le tournis aux traders. On a démarré à des niveaux de 130 € et on est monté jusqu'à 300 €, donc c'est presque triplé le prix. Ça, c'est du jamais vu? Jamais, ça fait 33 ans que je fais ce métier et j'ai jamais vu des telles fluctuations qui sont liées à l'environnement mondial. Chez ce courtier en grains, on est accro à la météo. C'est sûr qu'il n'y a pas plus en Australie. Le climat de la planète fait la pluie et le beau temps sur le négoce. Un hiver horrible en Ukraine, une sécheresse terrible en Australie. Voici les récoltes qui baissent et les prix qui grimpent. Si se met à pleuvoir, le marché va baisser de 20-30 €. Si se met pas à pleuvoir, le marché va prendre 30 €. Des récoltes moins abondantes, mais un appétit pour les céréales qui décuple d'un coin à l'autre du globe. La mondialisation est aussi culinaire. Les classes moyennes en Asie, en Afrique, mangent davantage de pain, de viande, de pâtes. Et la population mondiale ne cesse de croître. Il faudra probablement augmenter les rendements de 40% sur la planète pour pouvoir satisfaire les besoins d'ici les 20 prochaines années, donc ça va aller très très vite.
Les stocks, ils sont au plus bas. Une pénurie alimentaire menacerait-elle notre planète? Non pour certains experts, oui pour d'autres. Encore des réserves de terre disponibles, même sans aller jusqu'à la déforestation dans plusieurs zones du monde, en particulier en Amérique du Sud ou aussi en Russie par exemple ou en Ukraine. Il y a aussi des gains de rendement dans ces zones. Maintenant, il faut apprendre à produire plus et mieux, avec moins de terre, moins d'eau, moins de chimie, moins d'énergie. Et ça, c'est un défi énorme qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. Car les céréales doivent non seulement remplir nos assiettes, mais aussi le réservoir de nos voitures. Le boom des agrocarburants dope le prix des cours. Manger va donc coûter de plus en plus cher. Les pays les moins avancés en font les frais. Dans les boulangeries du Sénégal, gros importateurs de céréales, on conteste le prix de la baguette. Les agronomes proposent des solutions. Développer les cultures locales ou tester des plantes OGM résistantes à la sécheresse, par exemple. Mais si un vrai danger de pénurie alimentaire se profilait à l'horizon, ce seraient d'abord les pays pauvres qui se serreraient la ceinture bien avant les riches nations. Bien, veuillez excuser cette faute de goût qui consiste à se citer soi-même, enfin comme c'est moi qui ai fait ce reportage, je considère qu'il est toujours à moi. Et puis, veuillez excuser cet apparent anachronisme, mais j'avoue mon forfait, journal télévisé du 27 septembre 2007. Ça nous rajeunit pas.